Solution pour contrer la crise du logement, évidemment, c'est la création de logements. On va me dire que c'est un raccourci intellectuel que de ne parler que de la création de logements, mais reste qu'à penser que dans un marché d'offres et de demande, l'impact d'un inventaire supplémentaire va aider. On en parle 10 étapes à franchir pour créer du logement. Tout le monde, bienvenue dans un monde à part. Si tu as les oreilles vierges, si tu es fermé d'esprit, c'est pas ta place ici. Nous, on va s'adresser aux créateurs de logements et aux détenteurs de logements actuels et en devenir. On veut parler à du monde qui ont la vision, qui pensent en dehors de la boîte. On veut parler aux gens qui veulent faire partie de la solution. Bienvenue sur un monde à part. Création de logement. On est dans le balado d'un monde à part où on va aborder le sujet de la création de logement qui est sur les lèvres de toutes les gens. Évidemment, on a eu la chance de vous parler d'immobilier circulaire, la vision à travers ça, quand on parle de détention, qu'on peut être par du privé, on parle du social, mais maintenant on parle de la création, la génération de valeur. Tout d'abord, la première étape, je pense, qui est primordiale d'aborder, c'est l'étape zéro. L'étape zéro, en fait, je pense, c'est la plus importante. On en parle régulièrement, mais j'en parle encore aujourd'hui. C'est celle de trouver son profil, hein, trouver est-ce qu'on est à la bonne place au bon moment. Déjà, en partant, si on a fait un travail sur soi-même, on est capable de dire oui ou non, on est dans le bon côté de la force. Mais encore faut-il connaître peut-être les sous-jacents de ce côté-là. Donc, quand on est dans la création de logement, on peut faire du développement, donc du neuf, et on peut faire du redéveloppement, du remembrement ou de l'ajout de logement. On peut, après ça, être un pré-développeur, un développeur, quelqu'un qui est plus dans le long terme, tout dépendant de votre niveau de risque et votre destination. Je parle souvent ici du why en immobilier. L'important d'avoir une destination pour être capable d'avancer. Évidemment, il faut comprendre que c'est un travail sur soi-même qui n'est pas nécessairement abordé dans toutes les institutions qui donnent la formation. Mais nous, on privilégie cette méthode-là de partir de l'intérieur vers l'extérieur. Tout comme le bâtiment, on privilégie exactement cette méthode-là. Donc, un coup qu'on a notre direction, on peut maintenant commencer à penser dans quel créneau qu'on va être. Donc, la première étape officielle, finalement, ça se trouve à être de créer la vision. Hein? Maintenant, on sait où qu'on veut s'en aller, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, qu'est-ce qu'on veut faire dans l'immobilier. On veut créer du logement, quel genre de logement. Maintenant, c'est de créer sa vision. C'est de créer un plan. Dire là, hey, moi, là, ça me tente de bâtir un 6 logements. Moi, ça me tente d'ajouter des logements sur un immeuble que je veux faire. Bon, ben, c'est l'étape de création d'entreprise, c'est l'étape de création peut-être d'un brand, d'une identité, d'une vision, de dire hey, là, c'est là qu'on s'en va avec ce projet-là. Hein, parce que quand nous, on sait ce qu'on veut faire, maintenant, on peut choisir un projet. Puis c'est là l'importance de créer une espèce de mood board de qu'est-ce que serait le projet idéal. Pour moi, c'est une étape qui est quand même assez primordiale de créer la vision du projet, de créer l'image de marque, de créer la pensée de ce projet-là, de faire un plan aussi, de faire un roadmap, de dire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, pour arriver à former le plan, évidemment. Là, aujourd'hui, on vous donne ça, mais la première vraie étape, après de se connaître soi-même et d'avoir fait l'introspection, de dire où je veux aller dans l'immobilier, qu'est-ce que je veux faire, bien, la première vraie étape, c'est de dire dans quel projet, dans quel type de projet qui va m'animer, dans quel quartier que je dois choisir ça. Donc, un coup qu'on va réaliser qu'est-ce qu'on veut faire, on va pouvoir choisir la ville, le quartier, le type d'immeuble, le type de terrain qu'on veut avoir, le type de défi qu'on est prêt à aborder. Évidemment, je vous conseille de l'écrire. Je vous conseille de le mettre sur un plan, d'ouvrir un Excel. Nous, on travaille beaucoup avec Google Suite, la suite Google qui a plein de fonctionnalités super intéressantes à travailler en équipe. Puis moi, je marque mes idées là-dedans. Je commence par là pour être capable de prendre un spreadsheet puis de dire des chiffres, des mots, des couleurs, des trucs, pour être capable d'imager ce que j'ai dans ma tête. Fait que la première vraie étape, c'est d'établir et de mettre sur papier un plan. Ça peut être juste une feuille. Je pense que c'est d'accoucher de quelque chose. Puis quand on leur lit dans la main, ça fait encore du sens, ce plan-là. T'sais. Première vraie étape,
c'est vraiment celle-là parce que c'est elle qui va, je vous dirais, idéaliser quelque chose. J'aimerais ça que ça coûte à peu près, c'est un projet ballpark de 1 à 3 millions dans tel secteur, avec tel type de partner, avec tel type de délai, tel type de financement. Puis, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on vient jeter dans l'univers un peu cette espèce de volonté-là. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en faisant cette étape-là, on est capable d'attirer vers nous nécessairement des opportunités. Là, vous allez me dire, ben là, ça ne se fait pas attirer vers nous dans l'étape numéro 1 des opportunités. Mais en fait, c'est pas les opportunités qu'on attire, c'est nous autres qui ouvrent nos œillères. J'entendais un jour quelqu'un dire, si on part le matin en se disant, aujourd'hui, je vais remarquer toutes les autos bleues, ben next thing you know, dans ta journée, tu vas remarquer tout plein d'autos bleues que tu n'avais pas imaginé voir, parce que tu t'es mindé à ça finalement. C'est ça la création du plan, la création de la vision. L'étape numéro 1, c'est le type de projet, c'est de voir là-dedans puis d'être ouvert à ça. Donc, l'étape numéro 2, c'est de dire, bon, ben parfait, moi je veux tel type de projet, tel type de partner. Quel genre de structure j'ai besoin? C'est-tu une SPA, une société par action standard, avec des actions privilégiées que je vais donner éventuellement à un partenaire qui, lui, va, s'il est en pré-développement, va faire entre 20, 25, 30 de rendement? Est-ce que c'est un partenaire développeur qui, lui, va faire 15 à 25 de rendement? Est-ce que j'ai-tu besoin d'un prêteur privé? Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai-tu quelqu'un qui veut partir avec du risque avec moi? Est-ce que j'ai des actions ordinaires que je veux donner? Parce que ça, on le sait, là, on est habitué au Québec de donner j'ai une charrette, t'as une tondeuse, on est ensemble, on fait des gazons. C'est pas nécessairement le même dans l'immobilier. Si quelqu'un amène de l'argent, il est rémunéré à la hauteur de son apport, du risque qu'il prend. C'est une question de risque. On va le voir dans d'autres podcasts que je vais faire, mais c'est là qu'on le fait. Donc, évidemment, on va choisir, est-ce que c'est une SPA? Est-ce que c'est une société en commandite parce qu'on est dans des gros projets puis on veut fiscalement pas avoir de charges, on veut être capable de redistribuer facilement les gains, qu'on veut limiter les risques pour nos investisseurs. Est-ce que c'est un OBNL? Parce que peut-être qu'on a décidé de faire de l'immobilier social finalement qui est abordable ou non. Ils font emprunt d'une pérennité, mais on a décidé de faire ça. Donc, on crée tout de suite la machine dans laquelle vont être accueillis les immeubles. C'est là que c'est vraiment important aussi. Puis, il y a une game à travers la structure corporative parce que c'est toute l'image de marque qu'on va en réfléchir, la vision, le nom, l'image, toute la kit, puis d'avoir expliqué. Puis moi, je conseille aux gens, de quand vous créez une entreprise, un projet de même, de monter un deck, d'une petite image, de dire, hey, écoute, ce projet-là, ça s'appelle le Augustin, ça s'appelle, puis de s'imprégner d'une identité. Parce que, premièrement, c'est plate en salle. On voit les compagnies numéro 94, 92, 54, 32 et Québec King. Pas super porteur, là, on s'entend. Alors, la vision qui a été créée en amont va servir à identifier ce projet-là, de venir mettre peut-être pas en perspective concrète, mais du moins de jeter les bases, de ah oui, c'est le même, ça va s'appeler. On va être capable de le brander comme ça. Puis ça, je trouve que c'est relativement très important. C'est une étape très importante dans les étapes parce que ça nous permet de venir mettre en relation le futur partenaire puis l'idée du projet avec une image. Fait que moi, je prône beaucoup ça. Donc, au niveau de l'étape 2, l'important, selon moi, c'est de choisir le bon véhicule pour amener notre pensée, notre vision plus loin. Puis c'est de la choisir à travers les professionnels qui vont vous avoir conseillé. Je vous conseille fortement d'aller voir des spécialistes. Nous-mêmes, on donne la formation, évidemment, mais on donne aussi la consultation à travers ça, des fois, parce qu'on veut prendre des décisions. Mais quelle décision qu'on doit prendre? Des fois, c'est pas super clair, puis on prend une décision X. Des fois, c'est plus clair, puis on en prend un autre. Je pense que c'est à travers, en consultant des gens qui l'ont déjà fait, qu'on réussit à avoir une idée de qu'est-ce qu'on a besoin. Alors, un coup qu'on a créé, ou on a choisi plutôt le modèle corporatif dans lequel on allait aller, je pense que la prochaine étape, c'est de créer une espèce de plan de partenariat. Nous, on se rappelle, on a créé notre vision, on va aller dans tel secteur. Donc, on va essayer de trouver des partenaires qui recherchent et qui ont les mêmes valeurs que nous et qui ont aussi
les moyens de leurs ambitions. Parce que si on définit qu'on a besoin d'1 million de dollars, on doit être capable de véhiculer une image, d'être crédible à cette hauteur-là et de rechercher ce genre de partenaires-là, des partenaires d'1 million de dollars. Mais c'est juste avec l'image qu'on va être capable de le faire. Donc, la structure de partenariat va beaucoup être un vecteur d'opportunisme parce que c'est à partir de là, quand on a structuré ça, qu'on est capable de rentrer des gens et les greffer à notre projet principal. Évidemment, c'est là qu'on va monter un pro forma identifié à notre brand, qu'on va commencer à voir avec nos partenaires primaires. Est-ce qu'on peut lever des capitaux? Hein? On le voit dans notre cours de levée de capitaux. C'est un investisseur qualifié? La personne est-tu actuellement liquide pour faire ce type de transaction-là? Est-ce que la personne veut embarquer dans un projet structurant? Qu'est-ce que c'est? Mais en amont, je vous conseille de créer des pro-formas. De préalablement, quand on regarde pour trouver un partenaire qu'on veut exciter, c'est de dire hey, écoute, je regarde tel genre de projet. Je me demandais, toi, dans ces métriques-là, est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Es-tu liquide pour ça? Beaucoup de gens proposent d'aller voir les investisseurs après d'avoir trouvé le deal. Moi, je pense que les investisseurs, c'est des gens qui doivent être travaillés en amont. Pas arriver 10 minutes avant et dire hey, j'ai besoin d'argent, je te présente un projet. C'est d'avoir fait le chemin nécessaire en partenaire financier qui n'est pas l'investisseur, qui est différent, de dire écoute, moi, j'embarque avec toi. Ou si c'est un investisseur, ben dire il faut quand même les travailler en amont, même si c'est des actions privilégiées, dire on ne veut pas arriver à minuit moins une puis de travailler le gars. Là. Donc, ça, c'est un travail qui va être à faire et qui va être à structurer parce que souvent, je vois des investisseurs tomber sur le marché pour trouver des deals, mais que ça n'a pas été fait, le travail n'a pas été complété finalement d'être capable d'avoir un partenaire là, à travers ça. Donc, moi, je conseille beaucoup d'aller faire la relevée des matériaux nécessaires, les matériaux étant les capacités des investisseurs embarqués dans votre projet, de faire un recensement. Qui est prêt, qui peut embarquer, qui est disponible pour ça. Parce que des fois, on oublie que c'est quand même, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Fait que no money, no candy, on n'est pas capable d'avancer si on n'a pas ça. Donc, évidemment, travailler un pro forma où on dit clairement dans quel range qu'on se trouve, dans quel secteur qu'on se trouve, puis dans quel délai qu'on se trouve et quel genre de profit qu'on veut amener à la personne. Maintenant qu'on a travaillé ça, on est capable de passer à l'étape numéro 4. C'est l'étape la plus excitante, selon moi, qui est l'étape de l'acquisition. L'étape de l'acquisition, c'est une étape où on va travailler avec les courtiers, on va travailler avec les groupes Facebook, on va travailler avec le registre foncier, on va travailler du bouche à oreille, on va travailler avec du porte-à-porte, on va travailler dans le secteur qu'on a décidé. On veut là-dessus du terrain, on veut là-dessus rajouter du logement, on veut là-dessus reconvertir des bâtiments. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On a des outils de recherche comme jlr.ca. Je vous conseille fortement d'aller travailler, consulter ce site-là, d'aller voir qu'est-ce que c'est, travailler avec le logiciel de fond en comble. Un coup que c'est fait, évidemment, on va tomber en revue diligente, faire les tests de sol, rentrer, est-ce que les revenus potentiels versus le prix que je paye fait du sens? Est-ce que mon plan d'optimisation peut aller dans ce sens-là? Et on va enfin négocier. Qu'est-ce qu'on va négocier? Évidemment, on le voit plus tard, mais je pense qu'à ce moment-là qu'on prévoit, est-ce qu'on a besoin d'avoir peut-être du financement du propriétaire? Parce que des fois, il y a des bâtisses qui bloquent, ce n'est pas le prix. Le problème, c'est le positionnement de la bâtisse qui n'est pas intéressant. Fait que dans la négociation, des fois, ça vaut la peine de prendre en compte que ce n'est pas seulement une question d'argent, mais une question de conditions, des fois, qui vont faire la différence sur une transaction qui marche ou qui ne marche pas. Donc, une condition, exemple, pourrait être de dire que la personne garde son plein prix, mais donne une balance de vente. Hein? On va voir ça, on va donner une balance de vente. On va donner une deuxième hypothèque, on va rentrer dans les actions. Il y a toutes sortes d'opportunités de financement créatif à ce niveau-là parce que des fois, ça prend ça pour que ça rentre. Maintenant, l'étape numéro 5, structure financière. Évidemment, si on prend du côté plutôt
privé, il y a quand même des étapes. Là. Des fois, on peut faire ce qu'on appelle notre take-out construction, mais des fois, on n'a pas le choix de faire des bridges. Donc, il y a des gens qui sont des séries B, des gens qui financent de la construction. Il y a des prêteurs privés, si c'est du short term, qui financent, qu'on peut embarquer dans soit l'achat pour le pré-développement et ou encore la construction. Parce que rendu là, pour payer quelques dollars de moins dans une banque, des fois, ou pour le temps que ça va prendre, des fois, la vélocité d'un prêteur privé peut faire toute la différence. Évidemment, tu as des sociétés d'investissement qui vont être disponibles pour être capables d'investir là-dedans dans les zones qu'on appelle pré-money avant que les valeurs soient rendues. Des fois aussi, on va peut-être travailler avec des méthodes créatives telles des actions sous écrou, pour que les prêteurs privés, on le sait, dans les repositionnements bâtisses, la SCHL, plus ou moins down avec l'idée. Donc, on travaille beaucoup avec des actions sous écrou. Évidemment aussi, on ne peut pas passer sous silence. J'ai donné une conférence ce week-end. On me posait la question, mais comment on finance un OBNL? Bien, déjà, en partant, Desjardins a ouvert beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Deuxièmement, il existe de la SCHL qui a des programmes super intéressants de financement d'OBNL qui sont en immobilier. Troisièmement, il existe le financement d'impact. On parle d'immobilier d'impact, mais l'immobilier d'impact, c'est rien sans son financement. Qui finance qui est le financement d'impact? C'est principalement des bureaux de famille, des family office dans le terme anglophone de ça, qui vont être disponibles parce qu'il y a eu des avantages fiscaux qui ont été amenés par le gouvernement canadien pour faire ce type d'investissement-là à terme, ou que dans l'immobilier, on veut avoir des fonds et surtout dans l'immobilier social. Donc, le financement d'impact fait partie nécessairement d'une équation. On pense à eux autres surtout pour prendre quoi? Prendre des cautions, on le sait, pour amener des capitaux et surtout pour alléger la pression financière parce que le financement d'impact aussi se veut être un véhicule avec du capital patient et des taux d'intérêt peut-être plus excusable, plus pardonnable, plus logique. Après ça, on a quoi pour financer dans le monde des OBNL? Ben, on a les subventions. La plus connue d'entre tous, c'est maintenant le PHAQ, qui se trouve à être un financement pour la construction. Évidemment, APH-SELEC reste pour dans le privé un modèle qui fonctionne tant que tu vas être un employé déguisé pour le gouvernement. Mais si tu es dans un OBNL avec une vision long terme, ça peut faire certainement le travail. Sixième étape. Maintenant, on a trouvé finalement, on comprend que là, on a trouvé qui qu'on était, on a trouvé le genre de projet qu'on voulait aller, on s'est trouvé une structure corporative, on s'est trouvé des partenaires, on a monté la première entreprise, on a fait nos conventions d'actionnaires, on a levé des capitaux. Et on a même été à la guerre, on a trouvé notre projet qu'on veut embarquer dedans. On a réussi à le structurer, un financement, un montage financier, prêteur privé, action ordinaire, action sous écrou peut-être, action privilégiée, peut-être une balance de vente à travers ça. Et puis là, on tombe en pré-développement, que ce soit dans le redéveloppement de site ou dans le pré-développement de site. Dans le développement de site, je veux dire, il existe la phase de pré-développement qui est la première phase. D'ailleurs, souvent, on assujettit les investisseurs qui investissent là-dedans à des attentes de 25 évidemment, c'est des métriques qui sont variables, mais reste que c'est des attentes qui sont normales. À cette étape-là, ce qu'on veut faire finalement, c'est d'engager de l'intérieur vers l'extérieur un positionnement. Fait que moi, je conseille toujours aux gens d'aller au fond des choses là-dedans. C'est d'aller voir pour être capable d'insérer dans un paysage déjà établi une nouvelle bâtisse ou des nouveaux logements. Il y a une étude à faire. Comment que ça marche? Est-ce que ça va être trop de chars? Est-ce que c'est logique? Qu'est-ce qu'on a besoin? On a-tu besoin de parking à vélo? On a-tu besoin de rangement? On a-tu besoin de 3,5, 5,5, 4,5, 6,5 chambres? Qu'est-ce que le secteur a besoin? De l'intérieur vers l'extérieur toujours. C'est l'étape où on va travailler avec des designers, qu'on va travailler avec des architectes pour le bâtiment, qu'on va travailler avec des urbanistes pour les terrains. C'est cette étape-là, des arpenteurs. C'est là que ça va se passer. On va implanter les rues, on va implanter les bâtiments sur les terrains, on va implanter des logements supplémentaires si on est dans le redéveloppement, donc dans l'usager. C'est l'étape où on est paperwork.
Je dis souvent que le pré-développement, c'est de l'achat jusqu'à la pelle. On ne voit pas de pelle arriver dans le pré-développement. Donc ça, c'est l'étage principalement 6 qui est là. Maintenant, une des étapes je pense, qui fait peur le plus à la majorité des promoteurs au Québec, c'est l'acceptabilité sociale. On entend parler beaucoup d'acceptabilité sociale. Évidemment, les phénomènes pas dans ma cour, fait que même quand ça fonctionne, on ne veut pas l'avoir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a développé un terme, nous, qu'on appelle le triangle de l'excellence, qui est basé entre les élus, entre les citoyens, puis entre les fonctionnaires. Intérieur à ça, on a le projet, on a le promoteur qui est là. L'acceptabilité sociale, ça passe beaucoup par tout ce qu'on a créé avant. Donner la raison aux gens d'accepter ça. C'est pour ça qu'on parle dès le départ de bien choisir son projet, d'être en phase avec son projet, d'être disponible, de partager sa vision, de bâtir une image aussi. Parce qu'à l'étape de l'acceptabilité sociale, la différence, ça va vraiment être une question d'image et de positionnement. Évidemment, la communication. Les citoyens qui ne veulent pas l'avoir dans leur cours, il faut aller les voir, il faut faire du porte-à-porte, il faut leur parler, il faut leur faire des consultations, des comités, des soirées pour que ça passe. Maintenant, les élus, des fois, doivent connaître vos projets. Il faut comprendre que les élus, ça pense en fonction des votes. Les élus ne veulent pas perdre de votes. Ils vont se poser la question quand ils votent pour votre projet, est-ce qu'ils vont perdre ou gagner des votes? Évidemment, il y a beaucoup d'élus qui fonctionnent de même, mais il y a beaucoup d'élus aussi qui fonctionnent pour le bien commun. Donc, il va prendre des décisions en faveur du bien commun. Et maintenant, les fonctionnaires, qu'il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas des entrepreneurs. C'est des gens qui sont payés de 8 à 5, du lundi au vendredi, à faire votre travail. Fait que ça ne va pas nécessairement à notre vitesse, mais reste que c'est quand même avec eux autres qu'on doit travailler. C'est agréable. Parfois, des fois, c'est désagréable. Tout comme dans la vie d'un entrepreneur, on a des gens qu'on aime et des gens qu'on aime moins. Donc, la portion d'acceptabilité sociale, c'est une étape super cruciale en matière de développement et de redéveloppement et de site. Parce que c'est l'étape qui va empêcher de passer à l'étape de concrétisation, l'étape, c'est-à-dire de développement. Donc, après ça, on a l'étape fastidique de développement. La 8e étape, c'est l'étape où on make it happen. C'est là qu'on va négocier nos contrats avec nos entrepreneurs. C'est là qu'on va donner nos projets qu'on a déjà préalablement fait faire au plan, les routes, on va fait faire au plan les bâtiments, les terrains, on a fait faire l'ajout si c'est du redéveloppement de résidentiel. On a les nouveaux plans pour restructurer un triplex en neuf logements, peu importe. C'est là que ça se passe. C'est l'étape où que, pour nous, le développement devrait être payé un peu plus faiblement. On s'explique. La raison, elle est bien simple. C'est que un coup que les délais sont passés, il n'y a plus l'incertitude bureaucratique qui est en arrière. On est dans l'exécution. Fait que c'est purement basé sur les capacités d'opération de notre partenaire. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on s'attend à des rendements un petit peu plus faibles à ce niveau-là. On parle entre 15 et 20 %. Et puis, donc, on passe à travers ça. On va travailler avec des entrepreneurs sérieux. Toujours aller... les pires fails que j'ai vus dans ma carrière de consultant, c'est tout le temps des gens qui voulaient chipper à quelque part. Des gens qui ne voulaient pas payer, des gens qui voulaient aller trop vite. Donc, je conseille fortement qu'au niveau du développement, on ait des professionnels dûment licenciés qui ont des capacités vérifiées puis des réalisations dans la carrière. Donc, maintenant, la 9e étape. On a fait le projet, on rentre dans une phase que j'appelle la stabilisation. C'est une phase dans la création de logements où on va livrer les produits et qu'on va y mettre des locataires ou des propriétaires, dépendant dans quel bar qu'on est. C'est la zone où on va valider nos hypothèses. Si on pensait que ça valait 1400 pièces par mois, mais finalement, on n'a aucune offre à 1400 pièces par mois, on en a juste à 1200. C'est le moment où on voit si notre analyse faisait du sens. C'est là qu'on voit si on est capable de faire confiance au marché. Donc, évidemment, c'est basé aussi toujours sur l'image. Hein? C'est quelle photo qu'on a pris.
On doit-tu stager ou on n'a pas stagé? Est-ce qu'on a des visites libres? Est-ce qu'on a des demandes de crédit? Est-ce qu'on a des exigences particulières? Tout ça va impacter les prix et la vélocité. Mais c'est quand même là qu'on va savoir si le marché est prêt à prendre notre produit. Fait que donc, ça, c'est l'étape 9. Une étape de préparatoire aussi parce que c'est la transition entre le développement puis la sortie. Donc, c'est là qu'on réfléchit à nos moves parce que le move qu'on fait là de location, c'est un move à revenu. Donc, c'est là qu'on est obligé de travailler en perspective d'une finalité. Et puis, finalement, il y a la fameuse 10e étape d'un projet qui est l'étape de la stratégie de sortie. Parce qu'au fait, souvent, les entrepreneurs et les partenaires ne se donnent pas la chance d'avoir un plan clair. C'est quoi qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va livrer? Alors, il y a des échecs, il y a des chicanes, il y a toutes sortes de choses. C'est quoi les 3 opportunités ou les 3 options, là, finalement, qu'on pourrait dire pour un plan de sortie? Ça reste un refinancement. Premièrement, on va repayer nos investisseurs, la banque, le prêteur privé, on va sortir peut-être l'équité. Deuxièmement, la dilution. Alors, peut-être qu'on ne va pas laisser partir tout le projet, mais on est prêt à laisser passer des phases pour nous donner un petit peu d'air pour passer ailleurs, pour passer à d'autres choses. Et après, évidemment, c'est la dernière option, c'est la vente. Donc, on crée du logement, on vend, on peut vendre un OBNL plein prix qui peut être financé, faire notre argent, puis être capable d'avancer. D'ailleurs, pour la construction, on va se calculer habituellement un 15% parce que si on le bâtit nous autres mêmes, c'est ça qu'on aurait fait. À ce temps, si on a des frais à donner à des sous-traitants, qu'on sous-traite la gestion, parce que ça arrive ça des fois, peut-être qu'on va avoir moins d'attente, puis on va avoir moins d'argent qui va rentrer. Donc, évidemment, je trouve que c'est important de commencer par la fin souvent, c'est de dire c'est quoi le plan de sortie. Pourquoi? Parce que c'est un peu la finalité. C'est ce que je disais dans l'étape numéro 1 de planer la finalité. La finalité, c'est le plan de sortie. Puis pourquoi qu'on l'a fait? C'est là qu'on l'exécute. Fait qu'à l'étape numéro 10, c'est le moment de l'exécution du plan et de la finalité. C'est la conclusion du projet. La création de logement, on n'a pas abordé les certificats d'autorisation, on n'a pas abordé les plans de mobilité, on n'a pas abordé les fonds de terre, on n'a pas tout abordé. Mais c'est un 10 étapes, c'est en 10 thèmes thématiques qui sont réalistes et qui sont vrais. C'est des méthodes concrètes pour passer à l'action. Donc, si jamais vous avez l'essence de créer du logement, à l'Institut québécois du logement, on a un programme sur la création de logement. Donc, on aspire à ce que vous communiquiez avec nous autres pour avoir plus d'informations. Puis, juste si ça vous intéresse, là, aussi tout ce qui est l'immobilier avec social à travers ça, pour être capable d'aller chercher plus de financement et d'avancer à quelque chose. On enseigne aussi à travers ce programme-là comment faire du logement privé de la bonne façon, de créer du logement intelligemment puis de façon responsable. On travaille aussi, nous, qu'avec des experts. Quand j'ai fondé ce programme-là, j'ai voulu que tous les experts soient des personnes qualifiées, pas des gens qui ont déjà fait un projet puis qui se ramassent en avant. Non, ça prend du monde qui ont une expérience et surtout une expertise précise dans cette expérience-là. Donc, on peut communiquer ensemble et on vous donnera plus de détails en temps et lieu. Ceci dit, c'était les étapes de la création de logement. J'espère que vous avez bien apprécié ce balado-là, comme moi j'ai apprécié le faire. Je vous remercie de m'écouter. Vous étiez dans un monde à part et c'était Jean-François Tremblay. On se revoit dans le prochain épisode.